Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Michael Bertrand est professeur et il a trouvé le prétexte en or pour binger les meilleures séries, leur consacrer un livre. Et ce livre vient de sortir, il est passionnant, Michael Bertrand, vous l'aurez deviné, est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, ce sont les 10 ans de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois. Les programmes, ceux d'histoire et de géopolitique, évidemment. L'heure de la récré, toujours avec Emma ici, on se vous voit, on pourrait se tutoyer. Elle va nous faire l'histoire du tutoiement dans notre pays. Enfin, les années collège, c'est, vous le savez, le titre de notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, notre professeure documentaliste et chroniqueuse. Retour avec elle sur la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Elle va vous raconter comment ça se passe au collège Maurice Utrillo. C'est à Paris, dans le 18e. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Vous croyez que vos enfants sont plus accros aux séries qu'à leurs devoirs. Vous croyez qu'ils sont en train de binger Viking, Peaky Blinders ou Baron Noir au détriment de leurs études. Détrompez-vous, ils révisent. Bon, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a un fond de vérité dans ce que je viens de vous dire et c'est ce qu'on va voir avec Michael Bertrand, invité du Grand Oral. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, éducation civique, juridique et sociale. J'ai rien raté. Non. Au lycée Charles de Gaulle de Dijon, vous êtes aussi formateur et vous publiez l'histoire racontée par les séries, c'est aux éditions de l'Étudiant. On va poser le décor tout de suite parce que vous le faites. Vous êtes professeur et vous nous dites les séries, c'est une affaire sérieuse. Au fond, ce sont les héritières du feuilleton au 19e siècle ou même des grands récits antiques. On a toujours eu besoin de se raconter des histoires et aujourd'hui, c'est les showrunners de séries qui nous les racontent. Effectivement. Alors évidemment, il ne faut pas attendre des séries ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire, ce ne sont pas des livres d'histoire, ce ne sont pas des manuels d'histoire, mais néanmoins, ces séries peuvent et doivent être prises au sérieux. On peut apprendre beaucoup de choses en regardant des séries. Alors il y a d'abord les fresques qui se veulent historiques. Viking, les Borgia, les Tudors, The Crown. On a l'impression, ils s'appuient tous sur des conseils historiques très sérieux. Oui. Alors, tous, non. Certains n'ont pas cette prétention et là, clairement, on voit une différence entre la production anglo-saxonne et la production française. En France, on n'a pas nécessairement toujours les moyens qui sont consacrés à avoir des conseillers historiques. Alors qu'il y a une telle passion pour l'histoire dans notre pays. Et oui, et pourtant. Extraordinaire. Voilà, et pourtant. Il y avait Un village français quand même, qui était une série que moi j'avais trouvé absolument remarquable. C'est effectivement l'exception avec un conseiller extraordinaire. Azéma. Voilà, Azéma, grand historien. Extraordinaire. Ouais. Et effectivement, ça a donné lieu quand même à des choses qui est très intéressante, mais c'était l'exception. Pour une des séries que je chronique là dans ce livre, Révolution, on n'a pas vraiment de conseiller historique et pourtant j'essaie de montrer à certains moments que si la série est très bonne et qu'elle propose des entrées historiographiques intéressantes, il y a eu malgré tout quelques petits anachronismes, quelques petites erreurs qui auraient mérité une relecture par un historien. Dans les séries les plus sérieuses, il y a Viking. Au plan historique, même si les choses sont critiquables, mais bon, bref, il y a Rome, dont vous parlez peu, mais je crois que c'est le cas aussi. Elles ont quand même tout un petit péché mignon, mais parce que c'est pour les besoins de la narration, et c'est là où il faut vraiment pas, quand on est élève, leur faire confiance, c'est sur la temporalité, c'est-à-dire qu'elles vont réduire en quelques années ou en quelques mois, souvent, des événements qui se sont déroulés sur plusieurs décennies. Alors, on a l'impression que c'est le péché mignon récurrent. Mais finalement, c'est assez normal quand on regarde ce qu'est une série et la façon dont on produit une série. L'exemple que je développe ici est celui de Viking. Ouais. Viking, au départ, est pensé pour être une mini-série en 9 épisodes. Finalement, c'est un succès international gigantesque. On demande la suite. Et à ce moment-là, le showrunner commence à se dire comment je vais pouvoir réussir à conserver mes personnages sans ennuyer le téléspectateur en restant sur une petite période. Et c'est donc, là qu'on commence à grignoter. Voilà, il joue un peu. Les Vikings qui n'ont jamais existé, ai-je découvert. Non. En fait, ces peuples ne se définissent pas eux-mêmes comme vikings. Viking, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier cette expédition. C'est un nom de voyage, quoi, pour dire les choses. Ouais. Et eux-mêmes, évidemment, ne se définissaient pas comme tels, et ils n'avaient d'ailleurs pas une homogénéité. On a des Northmen, des Normands, des hommes venus du Nord. Ouais. Mais tous n'appartiennent pas forcément à un ensemble très cohérent. Il y a des séries extrêmement délicates à comprendre, c'est des séries qui mélange à la fois des choses sur l'histoire et en même temps un côté complètement fictionnel. Je pense à Peaky Blinders, série anglaise, absolument formidable. Mais vous nous dites, par exemple, regardez Peaky Blinders, c'est pas une série qui vous montre la Première Guerre mondiale, mais elle va vous apprendre plein de trucs sur la Première Guerre mondiale.
Oui, alors c'est ce que moi j'appelle les séries à thèse historiographique. C'est-à-dire là, on se contente pas de se dire tiens, il s'est passé ça. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Dans Peaky Blinders, on défend une thèse historiographique. Ici, c'est celle de la brutalisation des sociétés, de la trivialisation de la violence à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est le moment où on découvre les syndromes post-traumatiques qui n'étaient pas du tout connus à cette époque-là et qui commencent à se développer quand on observe ces gens qui reviennent du front à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça m'évoque une série dont vous ne parlez pas, sauf si je vous ai mal lu, qui est Babylone Berlin. Je confirme, je ne l'ai pas évoqué dans ce... Voilà, mais c'est au fond la même histoire d'ailleurs, enfin en partie. Oui. On est dans la Berlin d'après la Première Guerre mondiale, alors on n'est pas chez les côté anglais, on est côté allemand, mais ça raconte ce traumatisme. Cet ouvrage a pour objectif principal de réhabiliter l'image des séries télévisées, parfois trop rapidement considérées comme une forme de sous-culture qui ne mériterait pas la considération qu'on prête par exemple à la littérature. Je viens de citer un extrait de l'histoire racontée par les séries. Michael Bertrand, édition de l'Étudiant. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, vous voulez bien ? Et Maguessel, l'Anti-Sèche. Merci. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, aujourd'hui, à partir d'un anniversaire, il y a 10 ans, tout juste aujourd'hui, Xi Jinping devenait secrétaire général du Parti communiste chinois. L'occasion pour nous de faire un zoom sur la Chine, dont l'histoire est bien sûr abordée dans les programmes scolaires au collège et je crois surtout au lycée. Surtout au lycée, la Chine fait notamment partie des programmes de géopolitique en première et terminale. Mais avant cela, c'est vrai qu'on commence par étudier la naissance de la République de Chine, République populaire de Chine en 1949 et la venue au pouvoir de Mao Zedong. Le régime chinois tente d'imiter celui du RSS avec la collectivisation, notamment le parti unique. Le pays s'industrialise aussi. C'est un régime qui vient en opposition à l'impérialisme américain. Sauf qu'on apprend aussi que très rapidement, la Chine se détache du modèle soviétique. Mais oui, Mao Zedong voit d'un mauvais œil notamment la déstalinisation voulue par Khrouchtchev et la politique de détente après les crises des missiles de Cuba. Donc petit à petit, la Chine devient une puissance indépendante qui critique autant l'impérialisme américain que soviétique. Ce qu'elle veut, c'est devenir le chef de file d'une troisième entité. Et pour ça, elle va accélérer considérablement son industrialisation. Mais oui, c'est exactement ce que veut entreprendre la Chine à partir des années 60. Elle est déjà membre de l'ONU, elle va acquérir l'arme nucléaire, mais économiquement, c'est encore compliqué. Mao va alors lancer deux réformes très importantes. La première est économique, ça sera le grand bond en avant pour rattraper et dépasser l'URSS. Les paysans sont mobilisés pour industrialiser les campagnes, sauf que ça crée une famine énorme et près de 20 millions de personnes meurent. Donc ça, c'est la première réforme. Ensuite, ça sera la révolution culturelle. Le président chinois veut chasser les élites et la bourgeoisie pour imposer une idéologie prolétarienne. Bref, la Chine s'industrialise, se modernise encore plus à la suite de la mort de Mao en 1976. Un petit bond en avant, en 2001, elle entre à l'Organisation mondiale du commerce et commence à jouer un rôle important dans les institutions économiques internationales jusqu'à devenir aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Mais oui, Xi Jinping, depuis 10 ans, il contribue à ce que la Chine se développe encore plus. Oui, et ça, les lycéens le voient justement en cours de géopolitique. La Chine, c'est le partenaire économique principal de nombreux pays. Elle dispose du deuxième budget mondial en recherche et développement. Et quand Xi Jinping arrive au pouvoir, il lance le projet des nouvelles routes de la soie. Ça, c'est quelque chose qu'il voit en cours de géopolitique, c'est-à-dire un nouveau réseau d'infrastructures dédié au transport de marchandises de la Chine vers l'Europe, en passant par l'Asie centrale et l'Afrique. Le projet est même inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois en 2017. En somme, une stratégie globale, à la fois économique, mais aussi politique, pour accroître l'influence de la Chine dans le monde. Mais oui. Mais pour les spécialistes, ce projet des nouvelles routes de la soie n'est pas un franc succès. Il stagne un petit peu. Ça camoufle surtout d'autres faiblesses du pays, comme le durcissement du régime en termes de libertés individuelles. La Chine reste encore aujourd'hui un régime autoritaire et dictatorial, avec un parti unique au pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 70 ans, elle s'est imposée comme une des plus grandes puissances mondiales et possède aujourd'hui le deuxième PIB mondial. Emma, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Allez, on continue. C'est une petite récré, c'est une récré permanente cette émission. Michael Bertrand, les séries. Les séries politiques, comme toutes les séries en général, ne sont pas qu'un divertissement. Non seulement les moyens mobilisés dans leur production en ont fait des objets culturels incontournables, mais le sérieux de leur réalisation permet également quelquefois de les considérer comme de véritables supports pédagogiques. Extrait là encore de l'histoire racontée par les séries de Michael Bertrand qui vient de sortir aux éditions de l'Étudiant. Je crois, vous êtes prof, que le premier truc que tout le monde vous demande quand on sait que vous vous intéressez aux séries, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en cours ou si on est élève, est-ce que je peux l'utiliser dans une copie ? Alors,
On peut l'utiliser dans une copie. Souvent, on conseille aux élèves de l'utiliser dans l'accroche ou dans l'ouverture à la fin d'une composition, d'une dissertation. À l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ça a plus sa place dans une copie de philo, par exemple. Néanmoins, en fait, cet ouvrage, il vient de mes élèves. Moi, mon objectif, depuis que je suis enseignant, c'est d'essayer de travailler sur ce que j'appelle la popularisation de l'histoire, des connaissances, et c'est d'essayer de montrer aux élèves que cette pop culture peut leur permettre de rentrer dans les connaissances et peut leur permettre de continuer à apprendre. C'est un peu le pendant du travail que fait en philo Francis Métivier sur la pop philo et qu'on avait accueilli. Et donc on peut rentrer dans les connaissances en regardant Game of Thrones. Évidemment. Et on est bourré de références historiques. Effectivement. Et en fait, l'exemple que vous prenez, c'est le premier que j'ai développé. C'est ça. En cours de section européenne, avec l'objectif de transcrire ce qui se fait dans les universités américaines. On a eu des cours à l'université sur l'histoire dans Game of Thrones, la philosophie dans Game of Thrones. Et moi, j'ai essayé de le proposer à mes élèves lycéens, avec une version un petit peu simplifiée, en y allant par petites touches. L'exemple le plus parlant dans Game of Thrones, c'est le mur. C'est le mur d'Adrien. Voilà, le fameux mur d'Adrien avec The Wall et tout ce que ça comporte de réflexion derrière à la barrière et à l'autre. C'est ça que ça nous dit aussi. Et finalement, en rentrant par ce genre d'exemple, ça permet vraiment de faire comprendre aux élèves ce que peut ressentir un centurion quand il se retrouve propulsé à des centaines de kilomètres de Rome, dans le froid, et qu'on lui dit en face, il y a des barbares, et toi, il faut absolument que tu protèges ce territoire. Tu protèges la civilisation. Contre les barbares et pour la civilisation. Ouais. Donc on fait de l'histoire quand on regarde ces séries. On fait de l'histoire, on s'intéresse beaucoup au Moyen-Âge. Vous dites que tout ça renvoie au médiévalisme, titre emprunté, néologisme emprunté à l'anglais. Oui, effectivement. Alors c'est quelque chose qui est bien travaillé maintenant, y compris dans l'historiographie française. On a une mode du médiévalisme qui n'est pas de l'histoire médiévale. Le médiévalisme, c'est vraiment une reconstruction de cette période qui emprunte notamment à toute la mode autour de la fantasy. Donc qu'on retrouve aussi dans les jeux de rôle, qu'on retrouve un peu partout. Voilà. Alors du coup, ça n'est pas inintéressant, mais il faut toujours être bien clair, ça n'est pas de l'histoire. Ça fait partie des petites choses où, là, il faut qu'on soit clair avec les élèves pour leur dire, ça n'est pas vraiment de l'histoire. Ça, même sur Instagram, les dragons, regardez, si on peut zoomer. Allez, on zoome, on fait un gros effort, on va zoomer. C'est sur le compte de Marine FX, elle fait des maquillages, effets spéciaux. Voilà, on va regarder ça tranquillement. Ça n'est pas de l'histoire, vous dites, non. Mais c'est de l'évocation, c'est un univers. Ça n'est pas de l'histoire, néanmoins, ça nous donne une porte d'entrée pour ensuite continuer à faire de l'histoire. Un exemple peut-être dans Game of Thrones, quand on a les deux principales familles qui s'opposent, à savoir les Lannister et les Stark. En fait, George Martin n'est pas allé chercher très très loin. C'est l'histoire la guerre des Roses avec les York d'un côté et les Lancaster de l'autre. Oui, c'est ça. Donc ça parle énormément à un public anglo-saxon et nous, de plus en plus en France. Ça nous permet de faire la guerre des Roses. Voilà, ça nous permet d'en parler. Les séries que je peux utiliser dans une copie, alors en intro ou alors ce que vous appelez ouverture, mais qui vient plutôt à la fin d'une partie ou à la fin de la copie. Peaky Blinders, donc sur la Première Guerre mondiale, j'y vais. The Crown. Sur l'Angleterre. Alors oui, sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, puisque c'est l'une des plus sérieuses en termes de recherche historique. Moi, je suis un peu mitigé. C'est pas nécessairement une série que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur la série. Il y a eu énormément de travail de fond, mais j'ai tendance à dire que cette série, finalement, elle est écrite un peu comme un manuel de première année d'histoire. On a un épisode, un événement qui ensuite nous permettent d'accrocher de la fiction dessus, mais moi ce qui m'intéresse c'est ensuite d'aller au-delà de cette chronologie pour voir des thèses historiographiques justement. Et voir ce que ça raconte. Il y a aussi toutes les séries politiques, Borgen, Baron Noir, House of Cards, ça vous les utilisez en sciences politiques par exemple ? Oui, évidemment. Et alors ça nous permet aussi d'avoir une entrée intéressante il me semble avec nos élèves, c'est qu'aujourd'hui on sait que nos jeunes ont un nouveau rapport à la politique, ils sont en train de reconstruire quelque chose et une chose est sûre, c'est qu'ils ont une très très forte défiance envers la politique telle que nous on a pu la connaître et on peut encore la vivre. Et finalement, pour moi, ces séries, c'est un outil d'éducation civique. L'idée, c'est à la fois
et ils la lisent souvent comme ça en première lecture, de dire que ça nous montre bien que ces gens sont tous corrompus, ils recherchent tous la lumière, le pouvoir, mais en même temps, ces séries nous montrent la dureté du monde politique, et moi, je les utilise pour expliquer à mes élèves que finalement, faire de la politique, c'est aussi un sacerdoce, à titre personnel. On y laisse parfois sa santé, quelques illusions et sa santé. Et donc, du coup, ça permet aussi d'expliquer aux élèves que ces gens qu'on juge parfois un peu vite, en fait, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes pour la société. Je me trompe ou vous citez Xavier Bertrand à un moment qui dit, parlant de Baron Noir, qui parle plutôt du Parti Socialiste, que c'est de la roupie de Sansonnet à côté d'un bureau politique des Républicains. Oui, ça avait été énormément commenté à l'époque. L'histoire racontée par les séries Michael Bertrand, édition de l'Étudiant. On continue à dialoguer, mais si vous voulez bien, on prend toujours une petite récré dans la quotidienne et on retrouve pour cela Emma Guessel. Emma, bonjour, de nouveau. Ouais, rebonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Mais ça va très bien. Mais oui. Ce pour annoncer que vous allez, chère Emma, nous parler de l'usage du tutoiement et du vouvoiement. Oui, oui. Tutoiement et vouvoiement. Mais oui, parce que justement, vous venez de me dire tu, parce que hors antenne, on se dit tu, mais c'est vrai qu'il est d'usage sur les plateaux de télévision de se dire vous, sauf cas exceptionnel, sauf que dans le milieu du journalisme, en vrai, tout le monde se dit tu. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais alors, d'où ça vient, le Alors, en vouvoiement ? France, la distinction remonterait au XIe siècle. C'est là qu'on commence à employer le vous pour remplacer le tu quand on veut témoigner du respect à une personne. Est-ce que je fais quand je vous vois en tant que chroniqueuse ? J'ai beaucoup de respect pour vous. Et moi, j'ai encore plus de respect pour vous, Emmanuel. Donc ça, c'est comme ça jusqu'à la Révolution française. Et c'est un peu logique. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes tous égaux et frères. On doit donc se dire tu. Citoyenne Emma, le tutoiement revient donc à la mode. Et oui, et certains révolutionnaires veulent même le rendre obligatoire et le tutoiement sera imposé dans l'administration et surtout à Paris. Mais ça, ce sera seulement pendant la période de la terreur où personne n'osait vraiment s'opposer à ce genre de décision. Et donc finalement, ça n'est pas inscrit dans la loi. Et non, et quand la période de la terreur se termine, on oublie tout ça et c'est la liberté de choisir qui l'emporte. Mais c'est quand même sous la Révolution française que le tutoiement s'est démocratisé. Tutoiement qui est possible en français parce qu'il y a cette deuxième personne du singulier. Il y a des pays où on ne fait absolument pas la distinction. C'est évidemment le cas de l'anglais. Mais oui. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en France, au Moyen-Âge, on permet le tutoiement en plus du vouvoiement, alors qu'en Angleterre, il existait bien un tutoiement, mais après le débarquement de Guillaume le Conquérant, dont je vous avais parlé dans une chronique au début de l'année, eh bien, le tutoiement disparaît. Donc, la cour anglaise commence à employer le pluriel you pour marquer le respect. Et c'est resté. You are wonderful, Emma. Thank you very much. You're welcome. You too. Oh, thank you so much. Michael Bertrand, Grand Hurrah. Qu'est-ce qui unit les gens ? Les armées, l'or, les drapeaux ? Des histoires. Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une bonne histoire. Je cite Tyrone Lannister, on est dans la saison 8, épisode 6 de Game of Thrones, et c'est en exergue du livre l'histoire racontée par les séries, de Michael Bertrand, invité du Grand Oral. Vous êtes professeur d'histoire, géographie, je ne redis pas tout, mais de mémoire, éducation civique, sciences politiques, et j'en oublie au moins une. Géopolitique. Prof. Voilà, ça y est, très bien. Prof à Dijon, lycée Charles de Gaulle. Yuval Noah Harari, dans Sapiens, au fond, il ne dit pas autre chose que ce que dit Tyrone dans Game of Thrones, à savoir que le propre de l'homme réside dans sa capacité à produire et à croire dans des histoires. Et c'est là où c'est une autre façon de lire et de comprendre le titre de votre livre. Oui, alors on peut remonter très très loin aussi. On a Platon qui, à un moment donné, disait que ceux qui racontent des histoires détiennent le pouvoir. Et depuis, on n'a rien réinventé. Alors, si on fait un spoiler, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé Game of Thrones en entier, vous arrêtez de regarder pendant 28 secondes, là. Donc stop, vous fermez, enlevez le son. Je vous fais comme ça quand il faut rouvrir le son, ok ? Fermez. Et donc, si on fait un spoiler, c'est le choix que font les scénaristes de Game of Thrones. Oui, et j'explique que justement, c'est une stratégie extraordinaire pour clôturer cette série, d'expliquer que... C'est que le gagnant, c'est celui qui fait l'histoire. Voilà, c'est celui qui fait l'histoire. Et les scénaristes étant eux-mêmes les écrivains de cette histoire, ce sont eux qui ont à gagner en gagnant notre attention. Hop, il faut me montrer là. Il faut me mettre à l'image, voilà, vous avez le droit de revenir. Ceux qui n'ont pas encore vu la fin de Game of Thrones, parce qu'on l'a spoilé, la fin. Il y a aussi des moments aujourd'hui où les séries font l'histoire. Je pense à la coiffe de La Servante écarlate. On la retrouve dans des manifs. Elle est partie de la fiction, de la littérature d'abord, Margaret Atwood. Elle navigue dans la série et on la retrouve dans des manifs.
Oui, alors ça, c'est tout un chapitre qui est consacré à ces questions de l'Uchronie, c'est-à-dire la façon dont on réécrit l'histoire en changeant voilà, un élément du passé et on imagine ce qui aurait pu continuer. Et ça, finalement, c'est révélateur de notre rapport au temps aujourd'hui et le succès de ces différentes uchronies. Alors, il y a Westworld, il y a La Servante écarlate, il y a le chef-d'œuvre dans ce domaine, c'est The Man in the High Castle. L'homme dans le château. Enfin bref, on imagine que les Allemands et avec les puissances de l'Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et moi, toutes ces séries, elles m'intéressent parce que on a un historien très important en France qui s'appelle Hartog, qui a travaillé sur les régimes d'historicité. François Hartog, effectivement, et qui, il y a une vingtaine d'années, nous disait qu'on était dans une période du présentisme. C'est-à-dire que finalement, on avait tellement perdu confiance en l'avenir qu'on était rentré dans une sorte de nostalgie. 20 ans après, moi j'ai tendance à me dire qu'il va falloir qu'on reprenne Hartog, que l'on réactualise Hartog, parce que finalement la situation s'est empirée. C'est-à-dire qu'on a encore plus peur de l'avenir, en lien avec la crise climatique, etc. Et par conséquent, on en est arrivé à écrire des séries où on imagine le pire, en se disant finalement, la situation dans laquelle on est, elle n'est pas si mal que ça. Pour le moment, tout va bien, tout va bien, tout va bien, pour reprendre la haine. On n'a que les fascistes, on n'a pas encore les nazis, la vie est belle. Voilà. Ouais. Bon. C'est joyeux, je suis content de vous avoir invité. Allez, on va sur une touche plus joyeuse. Il y a une porosité aussi des mondes. Là, je reste toujours dans cette idée du récit qui fait histoire et qui fait société. Porosité des mondes, il y avait des conseillers de Bill Clinton parmi les scénaristes de The West Wing, et on a retrouvé des scénaristes de The West Wing dans l'équipe Obama à la Maison-Blanche. Et ça, vous montrez aussi que cette capacité du showrunner ou du scénariste à produire du récit, ben, finalement, elle intéresse ceux qui essayent de produire du collectif. Oui, bien sûr. Je raconte notamment qu'on sait que l'équipe d'Emmanuel Macron a essayé de faire appel à des showrunners. Et notamment à ceux de 10%, c'est ça, voilà. Fanny Herrero. Fanny Herrero, ils ont essayé de débaucher Fanny Herrero pour écrire la campagne, la dernière campagne de 2022. On sent qu'il y a de la porosité. Alors, nous, généralement, on a une vision très négative de tout ça, en disant c'est du storytelling, donc c'est une tentative de manipulation des masses, de manipulation des esprits. Moi, j'ai tendance à expliquer que, du coup, mon objectif en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de montrer aux élèves comment on essaie de les manipuler pour qu'ils comprennent ces stratégies et qu'ils n'en soient pas capables, les objets. Ce qui aide aussi à décoder les fake news. Et une dernière question, Michael Bertrand, il faut se mouiller là maintenant. Vous avez dit que vous avez écrit le bouquin grâce à vos élèves, parce qu'ils vous conseillent plein de séries. Vous, le top 3 que vous recommanderiez à des lycéens? Alors, sans hésiter, la série la plus intéressante, c'est Years and Years. Ah, elle est extraordinaire. Voilà, elle est série anglaise, mini-série, voilà, où il y a la guerre en Ukraine. Effectivement, il avait prophétisé la guerre en Ukraine en 2018, donc extraordinaire. Et c'est un réalisateur, Davis, est quelqu'un d'extraordinaire. Okay. Numéro 2, Peaky Blinders, pour la thèse historiographique qui est défendue. Numéro 3, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai envie de conseiller quelque chose de plus ancien, The Wire. Ah bah oui. Voilà, parce que le grand classique. Il ne faut pas oublier, on a tendance à consommer de la série et parce que c'est à la mode et il faut le voir le plus vite possible. Et il y a la suite de The Wire, enfin pas la suite, mais qui vient de sortir. Voilà, et moi j'ai tendance à expliquer qu'il faut parfois aussi retourner voir des séries qui ont 15, 20, 30 ans. Elles sont extraordinaires. Allez, 2 anglaises, une américaine, c'est pas mal. Michael Bertrand, vous restez avec nous. On va recevoir une de vos collègues. Elle est prof documentaliste à Paris, Collège Moly-Sutrio. C'est l'heure des années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeure documentaliste au Collège Maurice-Sutrio, c'est à Paris dans le 18e arrondissement. Et ce jeudi 10 novembre s'est déroulée la journée de lutte contre le harcèlement dans les écoles. D'abord, c'est quoi cette journée? On en a un tout petit peu parlé déjà sur la chaîne. C'est une journée qui a été instaurée en 2015 et qui se déroule chaque année le premier jeudi qui suit les vacances de la Toussaint. Et donc, c'est l'occasion pour les établissements scolaires d'organiser diverses manifestations. Quand on est en collège, on est spécialement concerné. On est spécialement concerné, oui, parce qu'il y a une récente étude de l'IFOP qui explique que le harcèlement et le cyberharcèlement auraient lieu majoritairement au collège, puis à l'école primaire et au lycée. Donc les établissements scolaires sont évidemment des lieux indispensables de prévention, de sensibilisation et de mobilisation. Concrètement, Amélie, comment ça se passe dans un collège? Quand je dis dans un collège, comment ça se passe à Maurice-Sutrio? Eh bien, la communauté éducative met en place des actions variées. Donc ça peut être des conférences, des séances de sensibilisation qu'on mène en interdisciplinarité,
des expositions, des jeux de rôle et au CDI, évidemment, une sélection d'ouvrages qui parlent de harcèlement. Alors, c'est important de sensibiliser les élèves, mais c'est aussi important de les rendre acteurs de la lutte contre le harcèlement. Donc ça, on peut les faire participer au Théâtre Forum, à un concours d'éloquence ou à un concours qui a été mis en place par l'Éducation nationale et qui s'appelle non au harcèlement. Non harcèlement. Et alors là, les élèves vont réfléchir ensemble à mener une campagne en fait de prévention contre le harcèlement, en faisant par exemple une affiche ou une vidéo. Et l'année dernière, je crois qu'il y a environ 70 000 élèves qui ont participé à ce concours, donc c'est vraiment... Tous les établissements confondus, ah oui, ça fait beaucoup. Le nombre de collégiens dans la tête par cœur, mais enfin, comme une cohorte doit faire à peu près 1 million, ça fait 4 millions, ça commence à faire pas mal. Et depuis 2015, il y a aussi les élèves qui s'engagent en dépassant le cadre de cette journée de lutte contre le harcèlement et en devenant, dans leur établissement, des ambassadeurs du harcèlement. Il y en a à Maurice-Utrillo ? Oui, il y en a à Maurice-Utrillo. Et puis, c'est vrai que les élèves sont souvent les spectateurs de ces situations. Ils ne trouvent pas forcément les bons gestes, les bons mots. C'est des choses qui s'apprennent et c'est ce qu'ils vont apprendre. Et puis après, ils seront peut-être plus sensibles à repérer des situations de violence répétées. Et puis, peut-être que des victimes iront plus facilement vers des collégiens, enfin, vers des pères plutôt que vers des adultes. Enfin, ça, c'est très personnel. Et puis, ces ambassadeurs harcèlement sont systématisés depuis 2021 avec le plan de prévention au harcèlement phare qui s'est généralisé dans toutes les écoles primaires et tous les collèges. Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime, Amélie, de harcèlement ? Surtout, on parle. On n'a pas peur de le dire. Donc on en parle chez soi, à ses parents, à ses frères, ses sœurs, ses cousins. On en parle au sein de son établissement scolaire. Si on est au collège, on peut en parler à ses profs, à son professeur principal, à la psychologue, aux assistants d'éducation, des gens en qui on a confiance, au CPE. Enfin, il y a plein de gens à qui en parler. Et puis il y a des numéros aussi verts, parce que si on n'ose pas en parler, des applis, je crois. Oui, il y a le 30-20 pour le harcèlement, le 30-18 pour le cyberharcèlement, et surtout, on n'essaie pas de régler la situation tout seul. On termine avec quelques ouvrages, certains que vous avez présentés au CDI pendant cette journée de lutte contre le harcèlement. Oui, alors une petite sélection de titres assez récents. Donc on commence avec les romans et au collège. D'abord Des Bleus au cartable de Muriel Zurcher qui est paru chez Didier Jeunesse en 2020. Donc là c'est un roman qui est raconté à 3 voix, la voix du harceleur harcelé, la voix de la victime et la voix du témoin muet. Donc c'est très bien pour les plus jeunes. 6 contre 1 de Cécile Alix paru en 2018 chez Magnard. Le livre parle aussi de grossophobie. C'est un roman très court, très bien pour les petits lecteurs. Trahi de Louison Nielman, paru en 2020 chez Scrinéa, qui est très bien pour les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis du manga peut-être, parce que vous nous avez expliqué il n'y a pas longtemps que c'était le genre le plus emprunté dans votre CDI. Oui, donc les mangas, on a la série The Golden Ship en 3 tomes de Kaori Ozaki chez Delcourt, paru en 2020. Du côté des BD, on a Camélia face à la meute de Christophe Cazeneuve, paru en 2021, plutôt pour les niveaux 4e, 3e. Donc là, c'est comment une jeune fille devient le souffre-douleur de tout l'internat. Et si on va au lycée, pour le lycée Charles de Gaulle, entre autres. Voilà, exactement. J'ai quand même un titre, La meute d'Adèle Tariel, paru en 2021 chez Magnard et qui raconte le harcèlement d'un prof par ses élèves. Et je termine quand même avec un documentaire, Harcèlement, inventaire pour ne plus se taire, d'Emma Strack, paru chez La Martinière Jeunesse en 2020. Merci beaucoup. J'imagine que c'est un sujet aussi au lycée Charles de Gaulle de Dijon, comme dans tous les sujets. Et il y a des séries qui parlent du harcèlement aussi. Oui, effectivement. Et on a énormément de séries pour les jeunes générations, notamment l'une des dernières et les plus réussies qui évoque tous ces sujets. Merci beaucoup Amélie, Michael, merci beaucoup. Je vous recommande donc vivement la lecture, vous l'aurez compris, de l'histoire racontée par les séries. C'est extrêmement riche. Vous allez aussi vous rigoler, vous allez voir, parce Michael a trouvé les anachronismes, donc dans Peaky Blinders par exemple, au plan historiographique. C'est passionnant, mais ils se sont plantés de cigarettes. Oui, alors loin parce qu'il y a des bouts-filtres. Loin de moi de l'idée de juger les scénaristes, mais évidemment, quand on crée des œuvres comme celle-ci, il y a toujours quelque chose qui... Voilà, il y a aussi toutes les séries qui prêtent à une époque des mœurs extrêmement contemporaines, alors que finalement, à l'époque où c'est censé se dérouler, les mœurs étaient peut-être différentes. Bref, c'est un ouvrage absolument passionnant dont je vous recommande la lecture. Merci. Ainsi, évidemment, sur la question du harcèlement, que tous les ouvrages ou les documentaires que vient de vous recommander Amélie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage à Laure Audemont, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie aujourd'hui est assistée par Roxane Sarfati. Au son, Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et vous retrouvez notre émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.